c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a deux mots-clés pour moi pour définir un entrepreneur. C'est-à-dire, il y a d'abord le problématique, il y a un problème, et qu'il y a quelqu'un qui détecte ce problème-là au niveau de la société et apporte une solution, et qu'à partir de cette solution-là, il fait des profits. Donc, c'est le deuxième mot-clé. Donc, il y a le problème et il y a le profit. Et à côté de cela aussi, il y a les leaders sociaux aussi, et qui détectent aussi des problèmes. Donc là, c'est la même chose que l'entrepreneur. Mais après ça ne lui fait pas créer de la richesse pour lui-même, la résolution du problème. Et c'est entre ces deux-là, donc c'est l'intersection de ces deux états d'esprit que l'entrepreneuriat social pour moi. Et aussi que, il n'y a pas que les enjeux sociaux, mais il y a aussi l'environnemental et l'économie aussi qu'il faut équilibrer. Donc, ma définition personnelle de l'entrepreneuriat social, c'est de l'entrepreneuriat durable. Merci. Merci beaucoup, Larissa. C'est très intéressant de rentrer finalement dans le sujet de l'entrepreneuriat avant de rentrer dans l'entrepreneuriat social. Tu as parlé de problèmes et de solutions apportées à un problème, qui est en effet la motivation d'un entrepreneur. Tu as parlé de profit, on pourra peut-être proposer d'autres termes, peut-être la valeur. Je ne sais pas si quelques-uns voudront le développer. Puis il y a un thème que tu n'as pas abordé, peut-être que vous voudrez l'aborder dans nos présentations. Moi, je crois qu'il caractérise beaucoup l'entrepreneur, c'est de prendre des risques. Ça serait intéressant qu'on le poursuive dans la discussion. Charlotte, on te laisse présenter l'IECD, la Rizière et les initiatives et finalement ton lien et ta compréhension de ce thème. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, la Rizière, c'est un partenariat. La Rizière est née en 2013 entre l'association SFX, la Compagnie de Jésus, et l'IECD. L'IECD, c'est l'Institut européen de coopération et de développement, pour l'institut pour lequel je travaille aujourd'hui. Donc, c'est un partenariat qui a maintenant plus de 10 ans. La Rizière, c'est une école hôtelière. La mission, la raison d'être de la Rizière, c'est de permettre à des jeunes en échec scolaire, qui ont décroché, des jeunes de milieux précaires, d'avoir un accès à un emploi qualifié de manière rapide et décent. C'est vraiment ça la mission de la Rizière aujourd'hui. Il y a bien sûr des défis. L'un des premiers défis, c'est comment assurer une formation de qualité à des jeunes vulnérables avec des frais d'écolage extrêmement bas. Donc, juste pour vous donner un exemple, un mois à la Rizière aujourd'hui coûte 50 000 arrières par élève. Donc, c'est quand même relativement bas. Mais, donc, il a fallu trouver un moyen de faire financer ce centre de formation professionnelle sans avoir recours systématiquement à des subventions extérieures. L'idée a donc été de créer un hôtel-restaurant d'application, comme ce qui se fait sur le modèle de ce qui se fait en Europe, c'est-à-dire avoir un hôtel-restaurant d'application. Cet hôtel-restaurant d'application, aujourd'hui, il comprend 10 chambres, un restaurant de 45 couverts, et du coup, c'est cet hôtel-restaurant d'application qui permet aux jeunes de faire la pratique en temps réel. Donc, les jeunes partagent leur temps entre la théorie au niveau du centre de formation professionnelle et la pratique. Ils reçoivent des clients en temps réel pendant 2 ans. Nous avons 4 diplômes, 2 CAP pour les élèves qui ont donc un niveau BEPC, cuisinier et serveur barman, un BTS pour les élèves qui ont le niveau BAC, qui est le BTS réceptionniste, et un certificat de fin de formation, chef d'équipe hébergement. Toutes les formations ont été conçues en partenariat avec les entreprises hôtelières de Madagascar. Le but, véritablement, c'est que la formation réponde à un besoin au niveau de l'embauche. Chaque année, nous faisons des enquêtes d'insertion. En 2023, 88% des jeunes avaient un travail après 6 mois de formation. Après 6 mois à la sortie de la formation, 6 mois après la fin de formation. Parmi ces 88%, 66% disposaient d'une couverture sociale. Ce qui est énorme dans un pays où, comme on l'a dit, la majorité de la population est dans le milieu informel. Donc il y a vraiment un travail qui est fait. Aujourd'hui, on travaille en partenariat avec une 40aine d'établissements hôteliers dans tout Madagascar. Au-delà de la pratique qui est faite à l'hôtel, ils sont mis en stage en 2e année pendant 6 semaines pour vraiment les confronter au métier. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où je vais rejoindre l'entrepreneuriat social, c'est que ce sont des jeunes qui n'ont aucune idée du monde de l'hôtellerie-restauration quand ils intègrent la Rizière.
Ce sont vraiment des jeunes de milieux extrêmement précaires et on doit partir de zéro, c'est-à-dire faire un dressage, les couverts, des choses très simples que d'autres personnes ont accès, ces jeunes-là non. Il y a aussi une énorme barrière, comme vous savez, le monde du tourisme en Madagascar est majoritairement francophone. La langue française est un indispensable. Avec des jeunes qui viennent de ces milieux-là, avec un niveau BEPC, on ne requiert pas forcément le diplôme, on requiert juste le niveau. C'est très compliqué d'avoir un niveau d'exigence et de qualité qui correspondent aux attentes du secteur. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est face à plusieurs défis. Le premier défi, c'est continuer à faire fonctionner le centre de formation professionnelle avec l'hôtel. L'hôtel, l'année dernière, a généré 88 000 euros de chiffre d'affaires pour des dépenses de fonctionnement de 169 000 euros. Donc on est à peu près à 50% de couverture, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas assez, comme vous pouvez le comprendre. Donc on est encore extrêmement dépendant de subventions extérieures. Et en fait, nous, on a besoin d'entrepreneurs qui comprennent et qui s'associent à notre vision. Nous, l'entreprise, c'est un outil pour parvenir à notre mission sociale. C'est-à-dire que nous, notre mission, ce sont les jeunes, c'est l'emploi. C'est ça notre mission et la qualité de formation. L'entreprise, à côté, elle nous permet d'atteindre cet objectif-là. Et donc, forcément, d'elle-même, en fait, à un moment de sa création, elle était sociale, de par la nature même de notre activité. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce qu'est la rizière. Merci beaucoup, et on touche du doigt un sujet qui est finalement celui de la mission. Pourquoi on est là? Et cette mission, enfin la réponse à cette question peut prendre différentes formes, parmi lesquelles une ONG, une entreprise sociale, une entreprise dite classique. Quand je suis rentré à Madagascar en 2016, j'ai passé quelques mois à la maison, ici, à Fianarantsoa, pour essayer de comprendre un petit peu mieux le problème auquel j'allais m'attaquer, qui était à peu de choses près le même que celui auquel nous nous attaquons tous ici, qui est finalement l'insuffisance d'emplois et d'opportunités pour la population, et notamment pour les jeunes. Quand j'ai voulu essayer de m'inspirer et de comprendre ce problème un petit peu mieux, il a probablement fallu moins de 24 heures pour qu'on me dise « va visiter le relais et rencontrer Luc Roncin ». Ce que j'ai fait rapidement, et Luc, une touche très personnelle, je pense que tu fais partie de ces personnes qui m'ont convaincu qu'il fallait rentrer et qu'il fallait le faire avec un projet entrepreneurial doublement fort, fort dans sa mission et fort dans son exécution. Donc merci pour ça. Et du coup, je te laisse te présenter et nous parler du relais. Avec grand plaisir. Si j'ai pu inspirer, c'est d'ailleurs une de nos raisons d'être, hein, inspirer, partager. Bonjour à toutes et à tous. Vita Shunialn, comme on dit ici chez les Betsileo. Vraiment très heureux de participer à cette masterclass autour d'un sujet qui est vraiment passionnant, qui est très percutant même pour le développement d'un pays comme Madagascar. Hein. Ça, c'est important de mettre ça en tête. L'entrepreneuriat social. Alors en deux mots, qui je suis, c'est pas forcément le sujet, mais je suis ingénieur, ça fait 20 ans que je suis à Madagascar. Je suis surtout un passionné, un militant de l'entrepreneuriat social, un praticien, comme l'a dit Emmanuel, peut-être un praticien un peu sorcier parfois, mais ça demande d'explorer quand on est entrepreneur en général, de prendre des risques, comme tu l'as dit, et donc d'aller dans des chemins parfois un peu à explorer. Et donc ça fait partie aussi de l'aventure entrepreneuriale, et en particulier l'entrepreneuriat social à Madagascar. Et je suis surtout aussi un grand amoureux de la plus belle ville de Madagascar, hein, vous l'avez compris, qui est Fianarantsoa, merci. En deux mots, donc en 2008, j'ai fondé Le Relais qui est une entreprise basée à Fianarantsoa, avec une raison d'être première, qui est de créer des emplois durables pour des personnes en grande exclusion et en grande fragilité. Donc des personnes essentiellement issues de situations de handicap, issues de la prison, issues de la rue, et donc que le travail soit un outil de réinsertion sociale, mais avec une philosophie d'entreprise. Ça veut dire que nous sommes ni une association ni une ONG, on reste vraiment une entreprise avec tout le contexte, toutes les contraintes d'entreprise. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre.
Nous avons aujourd'hui à Madagascar presque 500 collaborateurs autour de 7 activités qui vont du recyclage textile au recyclage des déchets de la ville de Fianarantsoa, donc on a un partenariat avec la commune. On a des activités de coupe et couture, on a 2 structures hôtelières engagées, l'hôtel Atular Moringa ainsi que l'hôtel Thermal Aranmafan. On travaille sur l'IA, tout ce qui est intelligence artificielle. On a un projet autour du riz, en pleine brousse à Ishuran, à 35 km d'ici. Et une activité que vous connaissez tous, très singulière, donc les voitures malgaches, les voitures Carenz, qu'on a aussi relancées il y a quelques années. Pour en venir au sujet et à l'entrepreneuriat social, pour moi, je définirais l'entreprise sociale comme finalement un outil et pas une finalité. C'est ça qu'il faut dissocier. Entrepreneuriat social, entrepreneuriat entreprise. Donc l'entreprise doit devenir, on va dire, une pierre angulaire sociétale, mais d'un monde qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus équitable. Et alors que l'entreprise classique, et c'est là où on a la frontière peut-être entre les deux, je critique pas l'entreprise classique, c'est nécessaire, ça crée des emplois pour un pays comme Madagascar, c'est important. Mais la frontière quand même entre l'entreprise classique et peut-être ce que nous on essaie de mettre en œuvre, c'est le fait que l'argent soit un outil et pas une finalité. Un outil au service d'un projet social qui chez nous est de créer des emplois et de réinsérer des personnes pour des personnes en grande exclusion. Voilà, et donc de faire en sorte que l'entreprise classique qui est peut-être au service d'un projet capitalistique, au service d'un patronat, devienne finalement l'entreprise, un projet au service d'une cause X ou Y environnementale, sociale. Voilà comment moi je définirais l'entrepreneuriat social. Merci à tous les trois d'être rentrés finalement dans la partie institutionnelle de l'entrepreneuriat social. Tu as commencé par dire que tu n'allais pas parler de toi. En fait, moi j'aimerais que vous parliez un peu de vous, tous les trois, parce que il y a quelque chose dans une entreprise qu'il n'y a pas ailleurs, c'est un entrepreneur, une entrepreneur. Et on a parlé de mission, on a parlé de valeurs, on a parlé de façon de faire, mais il y a quand même au fond, et je le dis assez régulièrement quand je discute avec des partenaires de projets, je crois personnellement que ce qui fait la différence entre une entreprise et un projet, c'est l'existence d'un entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vos parcours d'entrepreneur? Qu'est-ce qui vous a amené, vous? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Larissa, à venir à Madagascar, à venir à Fiannar, pardon, excuse-moi, et à lancer cette ONG de manière, pour le coup, vraiment très entrepreneuriale? Alors, moi j'ai étudié ici, j'ai eu mon bac ici à Fiannar, et ensuite j'ai étudié au Maroc. J'ai fait la mathématique appliquée, ensuite j'ai intégré l'école d'ingénieur à Fès. Et ensuite, j'ai fait le concours pour avoir la thèse et j'étais prise à Rabat. Et ensuite, avant d'entamer la thèse, j'ai voulu rentrer d'abord, prendre de l'air et je suis revenue à Fiannar. Et ensuite, c'était un constat qu'il n'y avait plus personne de ma promotion. Tout le monde était parti à l'étranger ou à Tana ou ailleurs, mais rares sont ceux qui restent ici. J'ai posé la question, pourquoi? Parce que moi, je viens de loin, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de rester à côté de ma famille, de trouver tout ce que j'ai besoin dans la même ville. J'ai pas besoin d'aller ailleurs. C'est-à-dire que j'ai la liberté, le choix. Et c'est ce choix-là que les jeunes n'en avaient plus. Parce que ils ont des besoins qu'il faut satisfaire et ils ne trouvent pas ce besoin-là ici. Et c'est à partir de cela et de mon parcours au Maroc aussi, parce que au Maroc, on a des programmes où on fait de l'entrepreneuriat en 3e année. Peu importe dans quelle filière vous êtes, et vous faites une année en entrepreneuriat, il y a des compétitions et tout. Et l'entrepreneuriat, là-bas, c'était vraiment... il y avait plein de sensibilisation, il y avait plein d'opportunités. Et j'ai participé à tout cela, mais d'abord sans savoir qu'est-ce que je vais en faire après. Mais quand j'étais arrivée ici, donc j'ai lié les deux et je me suis dit, pourquoi pas, donc s'il n'y en a pas, on va en créer alors. Et c'est à partir de cela, j'ai commencé à organiser un événement pour chercher d'abord qui sont les entrepreneurs locaux et les mettre en contact avec les jeunes pour qu'il y ait ce déclic aussi auprès des jeunes que moi aussi je peux réussir, donc même en étant à Fianarantsoa, puisqu'il y a ce contexte-là aussi. À Fianarantsoa, tout le monde a dit qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien exploité, il n'y a rien qui va marcher ici, il n'y a rien, c'est une ville morte.
Et ça aussi, ça m'a touchée parce que je peux pas laisser ça comme ça. J'accepte que bon, il y a rien, oui, pour le moment, mais c'est à nous maintenant. C'est une ambition, donc c'est pour cela que j'ai pris l'initiative avec d'autres jeunes. Voilà, bon, s'il y en a pas, et si les autres ne vont pas venir, donc il y aura personne qui va venir nous sauver. Il y a que nous. Donc allons le faire nous-mêmes. Et c'est pour cela que j'ai décidé de rester, de ne plus revenir à l'étranger et d'installer ma vie ici et de créer l'ONG. Au début, je voulais vraiment créer une entreprise sociale puisque à l'étranger, ça existe déjà le statut, mais à Madagascar, il n'y en a pas encore. Du coup, donc, il fallait choisir et j'ai choisi de m'orienter plus vers l'ONG. Merci de ce partage personnel. On va revenir juste après sur le statut et les questions qu'il soulève. En quelques mots, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, quelle est votre histoire et qu'est-ce qui vous a amené à être là? C'est une sacrée question. Moi, je suis avocate de formation. Je suis spécialisée en droit des affaires et en droit des énergies. J'ai commencé ma carrière dans l'énergie solaire pour faire baisser en fait les barrières d'entrée juridiques et financières pour les pays en fort ensoleillement. Et ce beau projet que j'aimais beaucoup à l'époque avait été repris par Engie. Et suite à cela, je me suis dit, non, en fait, il faut que j'aille voir comment ça se passe sur place. Parce que j'ai pas envie de réfléchir dans des bureaux à Paris ou ailleurs. Il faut que je comprenne quelles sont les vraies barrières à ça dans les pays où j'aimerais travailler. Et je suis arrivée à Fianarantsoa. Et j'ai travaillé 3 ans à Fianarantsoa, vraiment dans un autre domaine avec des enfants déficients visuels, mais sur l'insertion professionnelle de ces enfants. Donc ça m'a déjà commencé à mettre quelques clés d'entrepreneuriat dans ma vie. Ensuite, j'ai rejoint l'aide publique au développement. J'ai travaillé pour Monaco pendant 4 ans, au siège. Et à nouveau, je me suis dit, est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir? Et je me suis dit, non, retourne aussi. Et entre-temps, j'ai eu la chance de tomber amoureuse d'un Betty Léo. Donc ça a facilité les choses. Et donc, je suis revenue avec enfant et mari. Et je me suis dit, non, en fait, il faut rester sur place. Les barrières, elles sont ici. Tout est ici. Toutes les valeurs sont déjà là. Toutes les ressources sont déjà présentes. Donc, comment faire simplement à galvaniser, dynamiser ces ressources, ces valeurs, faire en sorte que toutes ces personnes-là aient une voix. Ne plus être dépendant, être autonome, s'entendre, s'écouter, être en partenariat ensemble. Et c'est comme ça que je suis revenue à Fianarantsoa et qu'aujourd'hui, je travaille sur ce projet La Rizière. Merci. Et toi, Luc? Je répondrai à cette question en parlant de 2 choses. La première, et c'est souvent ça dans l'entrepreneuriat social, c'est le sens. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, il y a un problème, soit on est partie prenante de la solution, soit on est le problème. Et ça, c'est à mon sens l'entrée de tout. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, au quotidien, j'essaie de trouver du sens dans ce que je fais, d'impacter, et je trouvais ce sens-là à travers l'entrepreneuriat. Entreprendre, là, au fond de soi, où on l'a pas. Il y a des personnes qui ont plus d'affinité avec ça. On peut aussi impacter différemment. On peut impacter avec la politique. La politique doit être le moyen de rendre possible ce qui est nécessaire. L'entreprise est un moyen d'impacter concrètement. Pour en venir à entreprendre, il faut d'abord avoir une vision pour donner ce sens, ça c'est extrêmement important. Il faut avoir du leadership pour emmener les gens, ça c'est extrêmement important aussi. Et puis, il faut aimer débroussailler. On revient à cette question du risque. Et si je parle de débroussailler, c'est parce que moi je suis arrivé à Madagascar en 2002, jeune ingénieur, j'ai enseigné ici à Saint-François-Xavier, et j'ai vu que Madagascar, c'était une pépite. Une pépite, et je me suis dit, mais mince, pourquoi cette pépite-là, elle n'est pas exploitée? Pourquoi cette pépite-là, elle profite à une petite frange de la population? Pourquoi ce pays qui a tout, eh bien finalement, de manière systémique, fait que les gens sont en difficulté? Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé et je me suis dit, Luc, ta part à toi, tu peux être partie prenante, tu peux peut-être apporter quelque chose sans ingérence. Moi, je suis une pièce rapportée à Madagascar. Je ne suis pas là pour faire de la politique, pour faire des leçons. Je suis là pour partager. Je suis là pour insuffler une dynamique. Et donc, c'est ça, entreprendre. C'est insuffler des dynamiques, débroussailler, aller de l'avant, inspirer. Je reviens à inspirer parce que j'étais très touché par ce que tu disais en début de discussion. Inspirer, faire boule de neige et faire en sorte que notre petite goutte d'eau du colibri, que ce soit créer 1 emploi, 10 emplois, 500 emplois, c'est pas la question. La question, c'est la manière dont on fait les choses. Et nous tous, à notre niveau,
étudiants, entrepreneurs, politiques, on doit faire notre part. Merci beaucoup Luc, et pardonnez-moi d'avoir passé ces minutes sur des sujets personnels. Je crois profondément qu'un entrepreneur, vous avez déjà donné quelques éléments, je vais essayer de les synthétiser. C'est d'abord une personne qui constate un problème et veut y apporter des solutions en prenant des risques avec un moteur personnel. Et je crois que tout ça, c'est difficile de le mettre dans un business plan, dans un cadre logique, dans une stratégie. Ça se vit tous les jours. Avant de poser des questions très institutionnelles sur l'entrepreneuriat social auquel nous allons arriver, je voulais m'assurer que vous viviez ces questions tous les jours, et je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est le cas, donc merci d'avoir partagé. Pour revenir sur le thème de l'entrepreneuriat social, alors déjà, Luc, peut-être, si tu le veux bien, est-ce que ça veut dire quelque chose d'un point de vue institutionnel, l'entrepreneuriat social? Est-ce que ça veut dire quelque chose à Madagascar? Est-ce qu'il y a un statut particulier? Est-ce que ça pose des contraintes, des opportunités? Est-ce qu'on peut poser un petit peu le contexte institutionnel de ce sujet? Et peut-être en comparaison avec la façon dont il est abordé dans d'autres économies. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un juriste. Nous, par exemple, le Relais, on a simplement un statut d'entreprise classique. On est vraiment sur le même terrain de jeu que n'importe quelle entreprise. On est une SARL. La différence, c'est que dans notre objet social, on a inscrit l'objet et la mission qu'on souhaite mettre en place. Et on a ensuite décliné un certain nombre de pratiques. On pourra les développer autour de la gouvernance, autour de pas mal de choses. À Madagascar, à ma connaissance, il n'y a pas de statut juridique qui existe. En France, pour essayer de faire des comparaisons, ce n'est pas vraiment des statuts juridiques qui existent. Nous, le Relais, on est une coopérative, on appelle ça une SCOP, avec un fonctionnement où il y a une démocratie d'entreprise, où nous, les administrateurs, les personnes qui sont en direction, sommes élus parmi les salariés, et où tous les salariés de l'entreprise sont associés à part égale à l'entreprise. Donc c'est des systèmes plutôt juridiques de propriété d'entreprise, qui n'existent pas forcément à Madagascar, sur ces schémas-là. En France, on a beaucoup parlé depuis quelques années des entreprises à mission. Donc en fait, ce sont des entreprises classiques qui souhaitent mettre un thème de prédilection avec une finalité sociale environnementale accentuée comme leur projet d'entreprise. Mais ça reste quand même des entreprises classiques. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, la question des rémunérations, est-ce qu'il y a un plafonnement de 1 à 3, de 1 à 5, ou est-ce qu'on a des patrons qui sont beaucoup payés? Toutes ces questions-là se posent. Donc il faut aller peut-être plus loin que ces questions d'entreprise à mission, ou les entreprises classiques qui mettent en place des politiques RSE, avec toutes les dérives qu'on peut avoir et de contraintes derrière autour du greenwashing. Madagascar, il y a des projets, j'ai entendu, d'entreprises sociales. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas comment est-ce qu'on rédige un statut d'entreprise sociale, c'est pourquoi on le fait. À un moment ou l'autre, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait simplement pour peut-être avoir des avantages fiscaux? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est, nous, entreprise sociale, légitime pour en avoir par rapport aux autres entreprises, avec les questions de concurrence déloyale et haute derrière? Est-ce que ça peut être une dérive? Est-ce que les entreprises qui ne sont pas sociales deviennent sociales pour ces avantages-là? Donc pour moi, la question n'est pas de créer un statut d'entreprise sociale. Pour moi, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un label, peut-être mené par des pairs, qui définirait, ça a vraiment une entreprise qui a une dimension sociale, et c'est labellisé. Mais que derrière, on reste une entreprise. Voilà la réponse que je pourrais en faire, mais juridiquement parlant, je ne suis pas très spécialiste. Merci, mais d'ailleurs, tu n'avais pas besoin d'être spécialiste, puisque tu as dit la principale chose, qu'il n'y a pas de statut, et qu'à vrai dire, ce n'est pas le cœur du sujet. Est-ce que vous vouliez compléter sur ce sujet, ou... Vas-y, Larissa. Oui, ça c'est une solution, c'est une alternative aussi. Mais moi plutôt, puisque je rencontre des difficultés à chaque fois, surtout au niveau il y a le vide juridique. Donc on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui nous protège. Surtout, un des défis de l'entrepreneuriat social, c'est la finance. Et on se retrouve vraiment... C'est un des défis de l'entrepreneuriat tout court. Hein. Oui, mais en tant qu'entreprise sociale aussi, tu as besoin d'argent, mais l'argent, c'est pas pour toi, mais c'est pour réaliser tes missions. Donc, ceux qui rentrent ne vont pas sortir, mais c'est réinvesti à l'intérieur. Mais maintenant, quand on va faire la fiscalité de tout cela, ça va te revenir très cher. Et c'est là où, moi, je pense qu'il faut quand même mettre
Je ne sais pas si c'est un statut ou si c'est un truc, mais un cadre juridique pour cadrer tout ça et que tout soit clair. Parce que moi, j'aime bien que les choses soient claires et que si on fait ça, c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Voilà. Très clair, merci beaucoup. On a compris donc qu'il n'y avait pas de statut aujourd'hui et que finalement, ce qui caractérisait l'entrepreneuriat social, c'était le pourquoi, la mission. Luc a commencé à évoquer le fait que c'était probablement pas suffisant. Ce qui m'amène à un sujet qui est finalement, quand on sort du pourquoi, le comment. Comment une entreprise sociale se gère, quelles sont ses principales caractéristiques par rapport à une entreprise classique, à la fois sur le plan de la gouvernance, éventuellement des produits qu'elle propose, des sujets très opérationnels comme les rémunérations, la communication. Voilà, Charlotte, est-ce que tu peux nous donner les principales caractéristiques dans le comment de la Rizière aujourd'hui? Avec plaisir. Donc la Rizière, c'est une SARL-U. C'est une entreprise classique également. Nous n'avons pas d'association. Ce n'est pas une association, c'est une entreprise classique. Nous avons 23 salariés. Nous avons 32 en tout personnel, c'est-à-dire que nous avons 9 formateurs vacataires. Aujourd'hui, notre enjeu, donc comme je vous le disais, il nous manque quand même 50% de dépenses de fonctionnement. Lorsqu'on parle de vente, aujourd'hui, la Rizière se vend à l'étranger. Nous avons beaucoup de mal à la vendre en local. Nous ne sommes pas sûrs des raisons. On a quelques idées, mais nous ne sommes pas sûrs des raisons. La première idée que l'on avait, c'était le prix. Donc, on a essayé un petit peu de diversifier les offres. On a notamment fait, par exemple, un menu gâche à 18 000 arrières à midi pour atteindre les ministères, les banques, tout ça. C'est pas pour ça que les gens sont venus à la Rizière. Donc, on s'est dit, c'est peut-être pas le prix. Donc, qu'est-ce que c'est? Et en fait, malheureusement, je n'ai pas encore la raison pour laquelle les personnes à Fianarantsoa ne viennent pas à la Rizière. Parce que je ne pense pas que ce soit Ne viennent pas assez. Parce qu'il m'arrive de réserver une table et que ce soit plein. Hein. Tout à fait, pardon. Et c'est surtout que du coup, on a une autre saison qui est extrêmement productive, puisqu'effectivement, on fonctionne beaucoup avec la clientèle étrangère. Et la basse et moyenne saison, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on doit beaucoup plus se rattacher à la clientèle locale. Donc aujourd'hui, on est sur une réflexion, par exemple, en termes d'offres commerciales, en termes de package. Pour deux choses. La première chose, c'est pour la clientèle sur place. Donc on aimerait vraiment, en fait, qu'on devienne un lieu pour les familles, par exemple. Parce qu'on a des aires de jeu pour les enfants. Donc on s'est dit, offrons un goûter aux enfants, une crêpe, un jus de fruits, voilà, typiquement. Mais en fait, toutes ces réflexions-là, ensuite, qui sont menées au niveau de, on va dire, de la direction, avec moi, avec la directrice de l'hôtel, elles doivent être appropriées par l'équipe. Et c'est là où, en fait, nous, on a une difficulté. C'est qu'aujourd'hui, clairement, la grille salariale de la Rizière, même si elle est supérieure aux grilles salariales que l'on trouve dans la ville, elle n'est pas suffisante. Et le problème aussi, et on rencontre la même chose lorsque nous, on insère des jeunes dans les hôtels, en général, nos jeunes, quand ils sortent de la Rizière, ils sont hyper... moi, je sais tout faire, je suis au taquet, je vais gagner 1 million. Et en fait, ils arrivent... Oui, non, mais c'est pour ça. Ils arrivent, ils sont payés 250 000 arrières. Non, mais voilà. Et en fait, ça remet un peu les choses au clair tout de suite pour ces jeunes-là, mais ça remet aussi les choses au clair pour nous. C'est parce que nous, en fait, on a un cadre extrêmement beau. Donc, on se dit, peut-être, une des raisons, c'est que le cadre de la Rizière fait peur. Ce qu'on se dit aussi, c'est que peut-être la clientèle regarde avant tout le prix, mais aussi la qualité. Et aujourd'hui, même si on travaille beaucoup là-dessus, ce sont quand même des apprenants. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur, du pot de sel qui tombe dans le plat, on ne sait pas, mais on n'est jamais à l'abri. Donc, est-ce que c'est ça qui bloque? Mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, en fait, la Rizière fonctionne, elle fonctionne bien. On est reconnu, les jeunes sont recrutés, mais l'entreprise en elle-même, c'est compliqué. Et on n'a pas encore toutes les clés. Merci, c'est hyper opérationnel. Et d'ailleurs, ça montre à quel point les questions de l'entrepreneur social sont les mêmes que celles de tout entrepreneur. Une fois qu'on a défini une mission, ce qui est indispensable et formidable, la question qui se pose juste après, c'est qu'est-ce qu'on offre à qui et pour combien? Et est-ce que ça marche? Alors, dans les livres, on appelle ça la promesse de valeur ou l'offre de valeur. Et en fait, on ne peut pas monter de business sans ça.
Une fois qu'on a défini pourquoi on était là, il faut un bon produit, il faut un bon prix, il faut un bon canal de distribution. Merci beaucoup de l'avoir rappelé. Et on a des concurrents, et on a des collaborateurs, et il faut offrir les meilleures conditions de marché. Je crois que c'est important pour les entrepreneurs sociaux d'avoir et pour moi, entrepreneur à mission, c'est important aussi, parce que parfois, on est tellement animé par notre pourquoi et notre mission qu'on en vient à oublier des sujets aussi basiques et qui font qu'une entreprise, sociale ou pas sociale, marche. Merci pour ces sujets opérationnels. Est-ce que Luc, tu veux développer peut-être sur des thèmes autour de la gouvernance, comment on gère une entreprise sociale par rapport à une autre, sur des aspects également au-delà de la gouvernance, sur des aspects humains. Je te laisse poursuivre sur ce thème. La question rejoint vraiment aussi le comment. Ça, c'est intéressant. Pour moi, le comment, c'est vraiment la somme de comment une entreprise classique fonctionne, plus un projet d'entreprise sociale. C'est la somme de ces deux éléments-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? D'abord, comme une entreprise classique. Ça veut dire qu'il faut un lead, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut un chef d'entreprise qui a une vision, et la vision, elle est écrite, elle est claire, elle est partagée par tous. Un exemple tout bête. Je prends Carenz, les voitures Malagache. Si aujourd'hui, nous, on fait une voiture, la voiture, elle fait 500 km, et que la roue, elle tombe, voilà. Le client qui a acheté une voiture, il s'en moque complètement du fait que ce soit un projet social. Donc de toute façon, il faut que la voiture, elle soit fonctionnelle, il faut que nos hôtels, les chambres soient propres, il faut répondre à un service, il faut répondre à un marché, il faut répondre à un débouché. Ça, c'est basique, c'est n'importe quelle entreprise. Donc le comment, c'est s'inscrire dans un monde d'entreprise classique, auquel on va rajouter un projet d'entreprise. Donc nous, notre projet d'entreprise, la raison d'être, c'est de créer des emplois pour des personnes en grande difficulté. Ça nous rajoute, pour le coup, une difficulté. Parce qu'entreprise classique, on va embaucher quelqu'un, on trouve de la compétence, on va le payer très cher, il va pas, on le change. Chez nous, au niveau des équipes métiers, qui représentent 20% des effectifs, parce que faut comprendre que 80% des gens chez nous sont en insertion. Dans une entreprise, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des comptables, il nous faut des commerciaux, il nous faut du métier. Voilà, qui sont au service du projet des 80% de personnes en insertion. Donc ces personnes que nous on embauche, vu qu'on a une politique salariale qui est contraignante, eh bien il faut qu'ils soient doublement engagés. Et on ne peut pas changer les personnes comme ça. Les personnes en insertion, si la personne arrive avec un problème le matin, entreprise classique, directement c'est dehors. Voilà, ma CAF conjointe, dehors. Non, chez nous, il y a l'accompagnement et on fait ce qu'il faut derrière. Voilà. Et donc ça passe par un mode de gouvernance particulier qu'on a mis en place au relais, avec une structure qui est toujours étonnante, qui est très plate. Entreprise classique, on a quand même 500 salariés. Tout le monde rapporte à Luc, sans exception. Exactement. Il faut un gourou dans l'aventure. C'est un peu le principe des entreprises libérées. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que chacun, j'ai parlé d'être partie prenante tout à l'heure, en tant que chef d'entreprise, mais on insuffle à ce que chaque personne, chez nous, soit partie prenante du projet, partie prenante aussi de sa réinsertion. Ça veut dire qu'on n'est pas là à dire il faut faire ça, envoyer les gamins à l'école. Non, on peut accompagner les personnes, être partie prenante. Et donc que chacun soit référent d'un sujet. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une structure hiérarchique très forte. Chez nous, il n'y a pas de direction, par exemple, des ressources humaines, il n'y a pas de DAF. On est quand même 500 salariés, on a quand même des montants de chiffre d'affaires significatifs, 5 structures juridiques, mais on a des personnes, des comptables, des gens qui sont en charge de leur métier et qui réfèrent à un projet. Et donc on a mis en place une structure de pilotage qui est finalement élue parmi les salariés et qui permet de reporter à ces personnes-là et qui en veille, qui est garant que le projet soit respecté. Très clair. Pour venir sur un sujet de gouvernance, parmi d'autres, est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent dans une entreprise sociale et quand on en gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Vas-y. Alors pour moi, c'est pas la question d'avoir le droit de gagner de l'argent. Pour moi, c'est une nécessité vitale. Ça veut dire que c'est l'oxygène à la machine. Si une entreprise, sociale ou pas sociale, ne gagne pas de l'argent, et qu'en face, il y a des charges à payer, elle se casse la gueule. Nous, le relais, on n'est pas sous une perfusion, on va dire, de l'aide au développement ou de quelqu'un extérieur. On tombera le jour où on ne travaillera pas. Et ça, c'est important pour deux choses. La durabilité, à mon sens, ne passe que par l'économique. Une aide à un instant T doit être là pour catalyser, pour pousser, mais une aide n'est pas là pour être en permanence. Et Madagascar doit se développer par Madagascar, par les jeunes malgaches, par l'intérieur.
Il ne faut pas être en permanence sous perfusion de quelque chose, ni attendre que les choses tombent du ciel. Premier point. Et le deuxième point que j'ai oublié, c'était... ça me reviendra plus tard. On va merci Luc de rappeler encore une fois des principes de base qu'on oublie parfois quand on... Vas-y, Charlotte. Après, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord sur le fait de ne pas être sous perfusion. Mais après, ça signifie aussi que les personnes dans le pays comprennent l'enjeu du social. Parce que quand on est dans un pays où tout est social, en fait, la moindre activité que l'on va faire est sociale, le produit reste un produit de vente. Et du coup, moi je vois la rizière. Effectivement, nous on a des difficultés parce qu'on est sous perfusion. Et en fait, c'est la principale difficulté, c'est qu'on est sous perfusion. Mais cette perfusion, elle est aussi rendue possible par un état d'esprit au sein de cette structure. Je ne sais pas comment dire, mais quand ça fait 10 ans que la structure est sous perfusion, adhérer à une vision, adhérer à un projet et refaire marcher cette envie de gagner de l'argent, de marcher par soi-même, elle est extrêmement difficile. Et donc moi, c'est ça aussi, je suis d'accord qu'il faut sortir de cette optique de perfusion, mais moi, ma question, c'est comment ? Parce qu'on est face à des personnes qui ont été... moi, je pense au gérant, par exemple. Le gérant, il est content de cette situation. Parce qu'il est dans une situation où, en fait, l'entreprise est reconnue, ça fonctionne, plus ou moins. Les financements continuent à arriver, on y arrive. Mais en fait, du coup, se dire, mais dans 20 ans, en fait, parce qu'un financement de bailleur de fonds, ça ne dure pas 20 ans. Donc, relancer ce mécanisme-là, de se dire, non, maintenant, aujourd'hui, il faut ressaisir les rênes. Il faut que vous recompreniez ce pourquoi ça a été créé et que vous retravaillez tout ça et qu'on relance la chose. Je trouve ça extrêmement compliqué. J'ai retrouvé mon deuxième point. Le premier, la durabilité, nécessité d'argent pour durer. Et le deuxième, pour donner du sens aux personnes et les rendre fiers de ce qu'ils font. Et savoir que le travail vient du travail et vient pas d'une aide. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'on arrive à catalyser des énergies et à faire avancer les choses. On touche d'ailleurs à un sujet qui différencie également les... Je ne voudrais pas transformer cette masterclass en un plaidoyer d'un côté les entreprises, de l'autre côté les projets, mais on touche à un sujet, j'ai parlé tout à l'heure du leadership entrepreneurial qui différenciait l'entreprise du projet. Il y en a un autre qui est la culture. Et la culture d'entreprise est le levier le plus puissant possible pour mettre en œuvre un modèle économique, un business plan. Et sans culture d'entreprise forte et partagée, on peut faire tous les Excel qu'on veut, on restera sous perfusion. Donc voilà. Parfois, les entrepreneurs sont soumis dès le jour 1, contrairement à des structures qui fonctionnent avec des plans à 5 ans, sont soumis dès le jour 1 à une thérapie de choc. C'est que généralement, le 15 du mois, ils savent pas comment ils vont payer les salaires. Et en fait, ils ont 15 jours pour trouver des solutions. C'est à peu près ça, la vie d'un entrepreneur qui démarre. Donc on a 15 jours où... alors ça dépend du modèle économique, mais ça peut être à la fin de la journée qu'on a un problème pour payer. Et c'est face à ces problèmes-là qui se présentent tous les jours qu'on développe des cultures adaptées à la résolution du problème qu'on cherche à résoudre. Et je serais ravi qu'on puisse poursuivre les discussions sur ce thème de la culture qui m'a l'air en effet d'être, et merci de l'avoir traité sans langue de bois sur l'exemple de la rizière, qui m'a l'air d'être un sujet clé. Je pense qu'on est tous convaincus que l'entrepreneuriat social recèle des avantages qui peuvent permettre à des entreprises de marcher mieux. Je ne sais pas si la polaire que tu portes sur toi arrive à se vendre aussi bien parce qu'elle est de qualité ou parce qu'avec la qualité, elle vient avec des valeurs. Je crois qu'il y a un peu des deux. Et je voudrais que vous, sous forme finalement de conseils à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social,
que vous mettiez en avant les atouts concrets que cela comporte pour vos entreprises. Qu'est-ce que ça vous permet de faire concrètement, au-delà de lever des subventions? Qu'est-ce que ça vous permet de faire dans votre chaîne de valeur complète que vous auriez un peu plus de mal à faire si vous n'étiez pas des entrepreneurs sociaux? Est-ce que tu veux, Larissa? Alors, parlons du parcours de l'ONG, de FANUSC. Nous, on était vraiment partis de rien du tout. Pour dire que même on n'avait pas de subvention, on n'avait rien. En plus, on n'était pas connus, on n'était pas visible, on n'avait pas la notoriété. Donc tout cela, il fallait le créer. On n'avait pas d'argent aussi. Et depuis ce jour-là, on est en train de chercher le modèle économique qui fonctionne. Et que si je n'étais pas entrepreneur social, je pense que je ne serais pas là où on est en ce moment-là. Parce que il fallait partager la vision. Ça, il faut le faire. Il faut savoir le faire aussi. Remonter tous les défis de tous les jours. Parce que même jusqu'à maintenant, nous... on n'a pas encore reçu de fonds de l'extérieur. On fonctionne comme on peut, en étant vraiment des entrepreneurs sociaux, en mobilisant les ressources locaux. Ça c'est très important. C'est aussi un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social, déjà d'identifier qui sont les partenaires locaux, comment on peut travailler ensemble. Et c'est une des valeurs de l'ONG aussi, on travaille ensemble et on va avancer ensemble. Et aussi l'humain. Et quand on cherche des gens pour travailler avec soi, il faut que la personne ait la même valeur que l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, pour l'ONG de FANUSC, il faut que les personnes soient des patriotes, qui aiment la patrie. Parce que si tu n'aimes pas ton pays, tu peux pas rester trop longtemps dans cette ONG parce que, par exemple, notre fonctionnement, c'est on fait à temps partiel. Tout le monde travaille à temps partiel vu que on peut pas encore payer quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Donc tout ça, c'est vraiment parler, discuter et partager. Merci. Donc on a compris, ça apporte un moteur à toi et à tout le monde. Qu'est-ce que ça apporte d'autre, Luc, comme avantage d'être entrepreneur social? Le moteur, c'est sûr. Hein. L'abnégation personnelle, la résilience, lorsqu'il y a du sens, c'est beaucoup plus simple à digérer. Carenz, à mon sens, n'existerait pas si on n'avait pas justement cette vision d'entreprise sociale. Pour la raison simple, c'est que économiquement, c'est pas une activité qui est facilement rentable, mais ça apporte ça de plus, ça apporte vraiment un envie de bouger les choses, de bouger les lignes, de montrer que c'est possible. Quand on a commencé Carenz, c'est pas compliqué. Moi, j'étais voir les fournisseurs, j'étais voir les politiques, on a parlé à Madagascar, tout le monde m'a pris pour un illuminé. Hein. Faire des voitures en Afrique, sans compétences, sans moyens, sans rien, on est parti vraiment sans un centime. Et je pense que c'est le fait que ce soit un projet avec du sens qui nous a poussé dans notre retranchement personnel à accepter ces difficultés-là et à rendre possible ce que les gens pensaient qu'était impossible. Et à mon sens, c'est vraiment ce moteur-là qui est le plus beau. On aurait sûrement arrêté entre-temps. Question pour toi et pour Charlotte, même si j'ai compris qu'il n'y a pas encore assez de monde à la rizière et pas encore assez de monde qui achète des voitures Carenz. Est-ce qu'on vend plus? Est-ce qu'on vend mieux? Ou pas? Moi, je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire qu'on vend des voitures ou on vend des chambres dans un hôtel. Il faut d'abord que la voiture soit une voiture et que la chambre d'hôtel, il y ait de l'eau chaude. Que derrière la cerise, on raconte l'histoire. C'est le moteur en interne et c'est l'histoire en externe. Les gens ne sont pas forcément sensibles à ça. Donc il faut faire attention à pas vouloir dire on vend du social et que derrière les gens ne soient pas acheteurs parce qu'ils cherchent d'abord un produit ou quelque chose. Charlotte, merci. Oui, je vais répondre juste aux deux questions. La première sur l'abnégation et la résilience. Oui, je suis d'accord. La prise de risque, et c'est là où je pense qu'un incubateur entrepreneurial ou autre ne répond pas aux mêmes besoins à Fianarantsoa que dans d'autres zones. C'est-à-dire que la prise de risque à Madagascar, il faut des sacrées soupapes de protection. Parce que c'est, pour moi, hein, je prends l'exemple de nos jeunes, vraiment qui viennent de milieux extrêmement vulnérables. On va leur dire, on les sensibilise à l'entrepreneuriat, on leur dit créez, allez-y.
tentez votre chance. Vous avez vous avez tout en vous. Et ils me regardent, ils disent, oui, mais si ça rate, je finis à la rue. Et pour le coup, il y a une telle attente des parents et de la famille lorsque les jeunes intègrent la rizière que leur dire, vous pouvez le faire quand même, c'est aussi leur dire, bah, désolé, mais il va falloir vraiment que vous preniez sur vous et que on va vous suivre, hein, mais ça dépendra vraiment de vous. Et ça, je trouve que quand même, c'est un discours qui est parfois compliqué à tenir parce qu'on sait qu'en fait, il y a toute une famille derrière. Et c'est pas pareil partout. Concernant le produit et le service, effectivement, la rizière, c'est un hôtel. Les gens viennent parce que c'est un hôtel, mais, et je pense que c'est pour ça que nous arrivons mieux à vendre à la clientèle étrangère qu'à la clientèle locale, c'est que la clientèle étrangère qui vient à Madagascar recherche du social. Donc, sera moins choquée, entre guillemets, des petits couacs que nous pourrions avoir, parce qu'ils sont là pour ça. La clientèle locale, elle vient, elle paye, elle veut le service qui va avec. Donc, aujourd'hui, on est plutôt comme ça. Très clair. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de l'échange qu'on a eu entre nous. Alors on a, comme tous les entrepreneurs, on a des choses à régler tous les jours, donc on a un écran qui ne fonctionne pas. Donc je vois pas les questions. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je vais m'atteler à ce que ce soit réglé demain. Et je vous encourage à avoir des problèmes tous les soirs et à vous réveiller avec des solutions tous les matins. Est-ce qu'on a une solution tout de suite pour avoir les questions que le public en ligne nous a posées pour... D'accord, merci. Alors, il y a eu quelques questions qui sont arrivées. Je vais en prendre une d'abord, même si c'est pas celle que je préfère. C'est le sujet du financement. Est-ce que aujourd'hui, l'entrepreneur social a besoin de financement différent de l'entrepreneur et est-ce qu'il a accès à des financements différents? Larissa, je te propose de démarrer. Nous, en tant que, on est d'abord un centre d'incubation, on accompagne les jeunes donc à créer de l'emploi. Donc nos principaux cibles, ce sont les jeunes, mais on connaît tous que les jeunes ne peuvent pas payer ce service-là. Donc il faudrait que quelqu'un d'autre paye. Et c'est ça le bailleur. Donc, et il faudrait donc les convaincre. Et pour les convaincre, déjà, il faut avoir une certaine notoriété, crédibilité, avoir géré de fonds et tout cela. Et tout ça, on va les avoir au fil des années. Mais moi, personnellement, au stade où on en est, je pense que pour faire fonctionner donc le modèle comme le nôtre, c'est que il faut un certain pourcentage pour qu'on ne soit pas dépendant sous perfusion de ces fonds-là, mais juste le temps qu'on puisse trouver un meilleur modèle. Donc pour moi, c'est que par exemple, à 30%, ce sont des financements et les autres, ce sont les participations des bénéficiaires, les participations des membres. Il y a aussi la vente de certains services comme les prestations de formation, la prestation intellectuelle que nous, on a et qu'on peut faire. Donc ça aussi, ça fait entrer de l'argent pour l'ONG et combler aussi avec d'autres sources de revenus. Donc, il faut diversifier les sources de revenus pour qu'on ne soit pas sous perfusion et qu'on soit aussi un peu plus indépendant par rapport aux actions qu'on veut mener. 30% max, et le reste, c'est du chiffre d'affaires, en fait. Ça, oui. Ok, tu es d'accord, Charlotte, avec ce 30%? Tu penses qu'il faut plus, qu'il faut moins? Moi, je pense qu'il faut faire attention au type de financeur. Parce qu'avec un financeur vient une vision. Et donc, je pense que lorsqu'on vend notre projet, parce que c'est quand même une vente de projet, le bon côté de l'entrepreneuriat social, c'est qu'on a une plétitude de financeurs possibles, parce qu'on a aussi bien les financeurs des entreprises classiques que d'autres types de financeurs. Ça peut être des bailleurs de fonds, des fondations, tout autre. Par exemple, à la Rizière, on essaye de faire payer les entreprises qui prennent des stagiaires. De leur dire, écoutez, nous, on forme votre œuvre, ça serait bien que vous participiez en donnant quelque chose au centre de formation professionnelle. Donc, on a une diversité. Par contre, avec chaque financeur vient une vision. Et donc, pour moi, il faut surtout faire attention à ce que la vision de votre financeur corresponde à votre vision. Et ça veut peut-être dire non à des financements.
Moi, je ne suis pas pour « Ah, il y a de l'argent qui arrive, il faut forcément dire oui ». Si il y a de l'argent qui vient, il y a des exigences et de la redabilité qui viennent avec. Donc, il faut faire très attention au type de financeur. Et ça, je pense que ça fait partie du plan stratégique que vous mettez en œuvre, de votre vision et de où vous voulez aller. Entreprendre sans financement, c'est pas possible, ça c'est clair. Nous, on a eu la chance de démarrer avec une activité qui était vache à lait, donc on a une croissance interne très forte, donc en auto-rentabilité, mais bon, c'est pas la chance de tout le monde, donc je suis tout à fait conscient pour l'autre, il faut trouver des financements. C'est la vente de fripes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, donc ça fait boule de neige. C'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là ou cette approche-là. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire attention à ce que les financements soient fléchés plutôt sur la partie investissement, à un instant T, c'est nécessaire, mais que l'exploitation soit vraiment du chiffre d'affaires. Ça me semble très important d'éviter de financer son activité et son exploitation. Ok, très clair, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de parler aussi du modèle économique de Miracap. Donc Miracap n'est pas une entreprise sociale, c'est une entreprise à mission. Notre mission, moins élégamment formulée qu'aujourd'hui, est de contribuer au développement économique et social et à la conservation à travers le levier des entrepreneurs. En 4 mots, ça donne impacter avec les entrepreneurs. Mais l'idée, c'est vraiment de faire du développement économique et social avec les principaux moteurs de création de richesse et de distribution de richesse que sont les entrepreneurs. Le modèle de Miracap a toujours été un modèle économique marchand, c'est-à-dire qu'on propose nos services à des gens qui souhaitent le payer. Donc quand on a démarré nos activités, nos clients étaient des investisseurs, des personnes et des organisations qui souhaitaient tirer de la valeur d'un investissement dans le capital de PME. Alors de la valeur économique, bien sûr, ça s'appelle du profit, du dividende, de la valeur stratégique en ayant un poste d'observation sur le monde entrepreneurial à Madagascar, et puis de la valeur relationnelle en faisant partie de quelque chose. Je crois qu'on n'a pas encore complètement délivré la valeur économique, c'est en cours, les 2 autres le sont, mais pour lancer ce projet, cette entreprise, de notre côté, il nous a fallu des financements externes, et on a eu un modèle économique financé, alors ni à 50, ni à 30, ni à 20, mais globalement à 10% par des subventions du gouvernement de Monaco qui nous ont permis de démarrer notre activité. Et je connais ce chiffre parce que je le cite souvent et il est important pour moi, 1 pour 10. 1 euro, en l'occurrence à l'époque c'était 100 000 euros. 1 euro de financement investi sous forme de subvention a permis de produire 90 euros, donc 100 milliards ont permis de produire 900 milliards de valeur additionnelle. Le rôle du financement ici a été de nous aider à prendre un risque et de nous aider à disposer d'un petit peu plus de moyens pour aller plus vite. C'est ma vision du financement, c'est appuyer dans la prise de risque et permettre d'aller plus vite. D'autres sources de financement existent pour cela. Est-ce qu'elles sont est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise sociale, vous avez des expériences dans l'accès à des financements de marché, donc à des prêts, à des investissements, qui vous ont permis d'aller plus vite, d'augmenter la taille et les impacts de votre activité? Luc, est-ce qu'aujourd'hui tu as accès à d'autres financements et avec quelles contraintes particulières ils viennent? Nous, on n'a eu qu'une seule fois une petite subvention, mais j'ai été raconter notre histoire auprès d'un business angel en Belgique, et après une demi-heure, il m'a signé un chèque. Ça a fonctionné. Donc, si vous avez un projet, parfois, on peut embarquer des gens comme ça juste sur le storytelling. Sur le financement classique, les banques classiques, ça fonctionne à Madagascar. La problématique, c'est que derrière, il faut des garanties, et puis les taux sont quand même assez élevés. On est en train de travailler sur un nouveau projet, sans le détailler. J'ai essayé de pousser une banque à monter un montage de financement dédié à l'ESS à Madagascar novateur. Ça veut dire que on a trouvé des personnes à l'extérieur qui ont de l'argent et qui ne savent pas vraiment quoi en faire, et plutôt que de le placer sur un compte et que ça soit thésaurisé, que ça dorme, j'ai demandé à ces personnes à ce que cet argent-là soit séquestré sur un compte bancaire non rémunéré, qu'après 7 ans, 8 ans, ils récupèrent l'argent, donc pour eux c'est de l'argent qui dort,
qui récupère et qu'en contrepartie, la banque s'en serve comme garantie et fasse un taux avantageux. Donc ça, c'est un schéma que dans les prochains mois, on va sûrement mettre en place. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on est encore en discussion. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, quoi. Plutôt que d'avoir des personnes qui donnent de l'argent, vous pouvez dire, la personne veut prêter 10 000 € qu'elle récupère et le 10 000 € permet de lever 50 000 à la banque parce qu'il y a une garantie et en contrepartie, vous avez un taux fixe. Et ça, c'est un schéma qu'il faudrait creuser, je pense, pour Madagascar. C'est très intéressant et c'est formidable parce que on fait que parler d'entrepreneuriat ici et on a planté le décor sur l'entrepreneuriat social, mais on fait que parler d'entrepreneuriat. Je voudrais rappeler, en effet, à Madagascar, on a accès à des financements de manière très claire et les banquiers ont développé des structures commerciales qui sont gourmandes, qui ont envie de vous financer, toutes et tous. Vraiment, j'insiste. Mais on se heurte à un problème. Normalement, un banquier, finalement, prête sur deux principales caractéristiques. Les revenus, en gros votre mise d'esplan, les revenus historiques et les revenus futurs, et les garanties que vous apportez. Dans un environnement aussi informel que Madagascar, dans lequel on a du mal à accorder beaucoup de crédibilité aux chiffres historiques et aux chiffres à venir qui sont présentés, le banquier finalement n'a pas le choix. Il prend des garanties. Parce que les chiffres que vous allez lui présenter, en fait, il a un niveau de confiance qui est assez faible. Et il faut quand même rappeler le métier d'un banquier, c'est de faire tourner l'argent des épargnants sans le perdre. C'est quand même ça son métier. Donc si vous, en tant qu'épargnant, quand vous aviez vos comptes dans une banque, on vous disait qu'on prête à des entrepreneurs qui n'ont ni de garantie ni de revenus certains, je pense que vous seriez fâché. On a un problème qui est clair, qui est que dans cet environnement, on accorde trop d'importance aux garanties matérielles et pas suffisamment à la solidité des chiffres, alors même que parfois ils le sont. On rencontre, nous, des entrepreneurs qui ont 10 ans de track record dans un secteur d'activité, des revenus en croissance, de la profitabilité, des perspectives, et puis qui ont du mal à se faire financer 2 ou 3 ans de résultats sans mettre des garanties en face. C'est pas normal. Et le schéma que tu proposes est formidable, et si je me suis permis d'insister dessus, c'est parce que je pense que nous on l'utilise en tant qu'investisseur et on le propose aux bailleurs à grande échelle. Et en fait, dans la plupart de nos programmes, on met en place des mécanismes de financement où l'argent du bailleur ne va pas directement vers les entreprises, mais il permet de faire être levier auprès d'une banque pour accorder plus de crédit à des conditions plus favorisées, même si encore une fois le taux n'est pas le principal sujet. Le principal sujet, c'est tout simplement l'accès, quoi. Donc très très intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, allez-y, on va vous apporter un micro. Juste une petite question. Représentant de la Direction régionale de la population et de la solidarité au Tchad. Normalement, ça doit être le directeur qui est là et elle est retenue quelque part pour occupation. Donc la question pour Ndafanouska, je vais parler un peu des cibles parce que là, finalement, il y a la situation, il y a les jeunes campagnards qui montent en ville, on va dire l'exode, quoi. Est-ce que ça fait partie de votre cible? Et puis une question pour Madame la directeur, assistante technique, oui, de la rizière. Par rapport, après le coronavirus, il y a le problème, surtout le tourisme d'hôtellerie. Quel est votre défi par rapport à cela? Parce que à votre jeune qui va faire les stages, là. Et le relais, donc, par rapport au nombre de personnel et les bénéficiaires, est-ce que vous pouvez parler un peu de qui sont les gens qui bénéficient de votre service? Et enfin, la dernière question, c'est peut-être une question qui doit être posée un peu bien avant. Quelle est la relation entre ACAO et la MERACAP? C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour cette question.
Pour y répondre, donc déjà, on travaille déjà ensemble avec le ministère de la Population, avec les femmes vulnérables, à travers le projet Maison Digitale pour les femmes. Et on accompagne tous les 3 mois 30 femmes, et dont l'objectif, c'est leur autonomisation. Et il y a celles qui apprennent des activités génératrices de revenus, et à celles aussi qui montent leur propre entreprise. Par exemple, il y a des femmes qui ont fait des compléments alimentaires pour les bébés. Il y a celles qui ont transformé la tomate en poudre tomate et tout cela. Et on a accompagné aussi certaines à participer à des compétitions internationaux sur les projets entrepreneuriat féminin. Et il y a celles qui ont gagné aussi. Une de nos bénéficiaires, par exemple, elles ont reçu des financements pour acheter les matériels et tout cela. Donc ça, c'est un cible, mais le principal cible, ce sont les jeunes, et ça, ce sont les jeunes malgaches, et peu importe qu'ils ont un niveau d'éducation ou non, qu'ils viennent de la campagne ou non, mais on a commencé d'abord avec les jeunes de la ville de Fenaratsu et les alentours, faute de moyens. C'est pour cela. Mais on est déjà en train d'écrire des projets pour les jeunes dans le milieu rural, pour qu'on puisse les aider aussi à améliorer leurs conditions de vie, à les accompagner aussi dans cette création d'emplois aussi dans leur propre milieu. Donc voilà un peu nos cibles. Et une dernière chose aussi, c'est que on a constaté que c'est presque on est un peu en retard de sensibiliser des jeunes qui sont déjà plus de 20 ans, 18 ans. Donc, on a décidé de commencer même avec les enfants de l'EPP. Donc, en ce moment aussi, on travaille avec Fanang Plus pour sensibiliser les petits-enfants au niveau de l'EPP. On a commencé en Balavor maintenant, avec 71 enfants qui sont bénéficiaires de ce projet-là, dont l'objectif, c'est de l'esprit entrepreneurial, la créativité, l'innovation de ces enfants soit titillée dès le plus bas âge. Voilà. Alors pour la réserve concernant le Covid, l'établissement a survécu grâce au financement extérieur. Le taux d'insertion pendant la période Covid, il a été de 30%. La grande majorité des élèves se sont retrouvés en chômage technique. Les seuls qui ont survécu la crise, c'est ceux qui avaient créé leur entreprise. Ce sont les seuls. Et quand je parle d'entreprise, c'est une gargote. Hein. C'est une gargote à côté du stade, que vous devez connaître. Voilà, c'est une gargote à côté du stade. Il a survécu. Son offre, c'est une offre extrêmement simple. Mais il a pu survivre. Et c'est notamment suite à cette crise Covid qu'on a pris la décision de faire 2 grands ajustements. Le premier ajustement, c'est effectivement de développer beaucoup plus la clientèle locale, d'être beaucoup moins dépendant du tourisme extérieur. La deuxième chose, c'est de vraiment promouvoir cette culture entrepreneuriale auprès de nos jeunes. Ce qui se fait aujourd'hui, les jeunes, ils ont un discours un peu ambivalent, c'est-à-dire moi d'abord je veux être salarié parce que j'ai besoin d'avoir un fonds. Ensuite, dès que j'aurai suffisamment d'argent, je le ferai. Je vais prendre un exemple. On a organisé un concours avec D-Line, un concours culinaire. On a un jeune de la Rizière qui a gagné, qui a fait 6 mois de contrat saisonnier en Corse. Payé, contrat français, tout ça. Il est rentré à Madagascar, il avait son fonds de roulement, il a créé son restaurant. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on essaye vraiment aussi de développer beaucoup plus cette approche. Mais la question est un des grands défis, effectivement, c'est que la vulnérabilité de nos jeunes fait que aujourd'hui, il y a au-delà du financement, il y a tout un accompagnement aussi psychologique à mettre en place. Je ne vais pas utiliser le mot bénéficiaire pour répondre à votre question, puisque je vais éviter de marginaliser l'activité, en fait, qui est finalement le bénéfice au service d'un territoire. Pour répondre à votre question, je vais expliquer comment est-ce qu'on fait, le parcours. Chez nous, ce sont des parcours d'insertion-formation en 4 étapes. La première étape, c'est l'identification. Ça veut dire qu'on va travailler avec des organismes, des associations, des écoles, où on va aller directement dans la rue pour aller identifier les personnes. Ça, c'est le recrutement. On s'assure juste que la personne, elle ait envie de bosser et que derrière, elle ait envie de se donner un avenir. Elle arrive ensuite en deuxième étape dans une activité d'insertion. L'activité de tri textile, de tri des déchets.
Cette activité-là, elle va à la fois apprendre un métier et respecter les règles d'entreprise. J'arrive à l'heure, je respecte mes collègues, donc ça c'est l'insertion professionnelle. Et en parallèle, elle va aussi apprendre des compétences de tous les jours. Je gère un budget, mes enfants vont à l'école, j'ai une maison. Mais c'est pas nous qui le faisons à sa place, c'est la personne qui est encore une fois partie prenante. Troisième étape, c'est la formation. Une fois qu'elle s'est construit un projet professionnel, elle peut devenir soudeur, mécanicien chez nous, chez Carenz. Elle peut devenir cuisinier dans nos hôtels, par exemple. Dernière étape, c'est l'envol. L'envol, c'est je suis devenu un bon mécanicien, je suis devenu un bon soudeur, un bon cuisinier, eh bien je peux aller dans un hôtel à l'extérieur. Donc c'est des parcours comme ça d'insertion qui sont au bénéfice finalement pas d'une personne, mais au bénéfice d'un territoire. Et les personnes qui arrivent chez nous, identification, c'est vraiment des personnes qui sont très fragilisées, de la rue, de la prison et autres. Ce qui est important, c'est pas de savoir d'où vient la personne, ce qui est important, c'est de savoir où on va avec elle. Et où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce qu'elle se projette. Merci. Et pour répondre à la question sur Akao, donc Miracap est une entreprise qui déploie plusieurs gammes d'activités et dans ces gammes d'activités, plusieurs produits. Le produit pour lequel on est le plus connu, c'est d'investir en capital dans des PME. Donc on a investi dans 14 entreprises en capital, c'est-à-dire qu'on est associé de ces entreprises. On a investi des montants qui vont de 500 millions à 2,5 milliards derrière, contre des parts du capital. Donc il y a des entreprises dans lesquelles on a 15%, des entreprises dans lesquelles on a 45%. Et en échange de ces parts du capital, on perçoit, quand l'entreprise est rentable, des dividendes. Parfois on prête aux entreprises dans lesquelles on est actionnaire, donc on perçoit des intérêts. Et puis on espère, dans 5 à 7 ans, quand ces entreprises auront pris leur envol, la 4e étape du parcours chez Le Relais, nous on appelle ça l'exit, la sortie. On espère pouvoir revendre notre participation et gagner de l'argent à cette occasion. On est en cours d'ailleurs. C'est l'occasion pour moi de présenter un petit peu plus nos activités. En tant qu'investisseur, on a financé quelques entreprises qui aujourd'hui sont des fleurons de l'économie malgache. On est actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Iron Technology, qui est une entreprise fondée par des ingénieurs informatiques, dont une partie ont été formés à Fiannar et une partie à Tana. Il y avait 15 personnes dans cette entreprise qui développent des sites internet et des applications en 2019. Il y en a 150 aujourd'hui. Je crois que c'est le numéro 2 ou le numéro 3 du développement informatique à Madagascar. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Le Complexe, qui est une entreprise qui gère des cantines d'entreprises de 200 à 5000 personnes, qui est aujourd'hui le leader de la restauration collective à Madagascar. C'est une grande fierté d'avoir accompagné une PME créée il y a 7 ans, qui est aujourd'hui numéro 1 devant des leaders mondiaux de la restauration collective, qui occupe plus de 500 personnes, qui sert 15 000 repas par jour de qualité équilibrée. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Malacas, dans le sud, à Tuléar, qui a constaté que la région était très riche en manioc et que ce manioc était très faiblement valorisé. Donc ils ont monté une minoterie, une usine de transformation de manioc en farine, et ils proposent un très très beau produit que je vous conseille d'utiliser dans vos cakes. C'est dingue. Ça monte un tout petit peu moins que la farine classique, mais c'est très bon et on a moins besoin de sucre. Voilà, toutes ces entreprises aujourd'hui, 14 entreprises, c'est un peu plus de 15 millions de dollars, donc ça fait 75 milliards d'ariars de chiffre d'affaires sur 2024, ces entreprises du portefeuille. Ça fait un peu plus de 1200 emplois. Ça, c'est notre première activité. Cette activité, aujourd'hui, elle est rentable, c'est-à-dire qu'elle s'équilibre d'elle-même. Pas suffisamment pour rendre de l'argent aux investisseurs, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les investisseurs ont pris un risque qui, on l'espère, sera rémunéré plus tard, mais par contre, cette entreprise couvre ses charges aujourd'hui. On a lancé une activité de conseil en plein milieu du Covid. Alors, nous, nos investisseurs, pendant le Covid, nous ont dit « Ouh là là, il faut arrêter d'investir, on ne sait pas dans quel monde on va basculer demain. On arrête tout ». On avait une équipe formidable dans laquelle il y avait 10 ou 12 personnes, dont certaines qui sont dans la salle aujourd'hui. Et on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir réuni 10 talents au service des entrepreneurs et de tout arrêter. Donc on a lancé une activité de conseil sur laquelle on n'a pas eu besoin de financement, parce que le conseil consiste à vendre de la prestation de service à des gens qui sont bien prêts à l'acheter. C'est une activité qui est très rentable, sur laquelle on fait en moyenne entre 60 et 70% de marge.
C'est-à-dire que le coût de ce qu'on produit, qui est finalement notre expertise, est très largement inférieur au prix auquel on le vend, et on espère que cette expertise permette à des clients, comme la Rizière par exemple, de trouver des réponses à leurs questions sur leur modèle économique, sur leur mission. On a une troisième activité, qui est une activité de gestion de programme, sur lequel finalement on ressemble un petit peu à une ONG. On collecte en tout cas sur le modèle économique, je dirais. Donc on n'est pas rentable sur cette activité-là. On collecte des fonds auprès de bailleurs, à la fois pour fonctionner, pour mener des activités, mais aussi et surtout, et c'est vraiment notre particularité par rapport à des ONG, je dirais qu'en moyenne, 70 à 80% des fonds qu'on collecte vont vers les entrepreneurs. Nous, on n'utilise que 20 à 25% pour fonctionner et pour payer nos charges. Donc c'est une activité qui est équilibrée et qui permet de financer une quarantaine d'entreprises aujourd'hui, dont quelques-unes sont dans la salle avec des prêts d'honneur, des subventions, et on gère tout ça. Et on le fait parce que c'est notre mission. Donc on le fait pas pour gagner de l'argent. Donc quand on a un programme avec le gouvernement de Monaco, avec autrefois l'agence américaine pour le développement économique, avec l'agence française pour le développement, on le fait pas pour gagner de l'argent, donc on ne gagne pas de l'argent sur les programmes de bailleurs, on l'utilise pour accélérer le développement des entrepreneurs et couvrir nos charges. Alors qu'est-ce que c'est Akao dans tout ça? Voilà, ça faisait une longue introduction, mais je pensais utile de présenter Miracap avant de parler de l'interaction entre Akao et Miracap. Akao, c'est un produit qu'on souhaite vendre. Et donc, c'est un produit qui a un modèle économique qui répond à un problème, qui est l'isolement des entrepreneurs en région, le manque d'accompagnement des entrepreneurs en région et le manque de connexion des initiatives d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est un produit qui veut apporter une solution à ce problème, d'abord sous forme d'un lieu, ensuite sous forme de projet, de programme. Et à l'intérieur de ce produit, on va proposer toutes les activités de Miracap. Donc on va investir dans des entreprises de la région, on va faire des prestations de conseil pour des entreprises de la région, on va lancer des programmes au sein d'Akao qui vont être à destination des entrepreneurs et je l'espère financés par des bailleurs. Donc on va mener l'ensemble de nos activités. Je dirais que c'est le premier projet purement entrepreneurial lancé par quelqu'un d'autre chez Miracap que moi. Donc on a une équipe que Laetitia dirige aujourd'hui. Et finalement, on leur donne la possibilité de prendre des risques pour créer de la valeur avec une mission. Alors c'est des risques qui sont mesurés, puisque ce chiffre de 50% qui me semble trop élevé également, c'est celui qui est le nôtre aujourd'hui. Donc 50% des coûts de fonctionnement d'Akao sont couverts par une subvention du gouvernement de Monaco que je remercie ici. 50% sont pris sur nos fonds propres. Et j'espère que nos fonds propres permettront de faire l'investissement et que dans 3 mois, 50% seront des revenus. Et dans 1 an, 100% seront des revenus, de telle sorte qu'on sera une vraie entreprise qui crée de la valeur et qui génère suffisamment de revenus pour fonctionner. Voilà. On peut peut-être prendre une dernière question, si vous le voulez bien, et puis on conclura. Merci. Je suis Seheno de l'entreprendre féminin de l'océan Indien. J'ai 2 questions. La première, c'est par rapport à l'entrepreneuriat social. Et là, j'ai du mal à différencier un peu c'est quoi l'ONG, une association, entreprise sociale, parce que à vous entendre, on dirait que l'objet, c'est quand on dit entreprise, par exemple, on va entreprendre, c'est surtout pour faire du profit. C'est ça le classique. Donc, on crée des produits, on crée des services et on les vend, on répond à des besoins et ça va revenir sur nous en tant que profit. Dans l'entreprise classique, ça va rentrer dans la poche des actionnaires et tout ça. Mais pour vous, donc, c'est que vous travaillez, vous faites quelque chose, peut-être que vous aurez des profits, mais ce sera reversé dans l'organisme pour faire plus de projets. Donc, quand j'y pense, c'est un peu plus aussi le fonctionnement des ONG. Il y a des ONG qui font ça.
Ils travaillent, ils créent des activités, ils ont des revenus. Et les revenus, on ne va pas les partager en dividendes, par exemple, mais ça va servir à faire fonctionner, à créer d'autres projets, à financer, et aussi pour les associations. Donc, parce qu'on a parlé de statut, de structure tout à l'heure, où est-ce qu'on va se mettre par rapport à tout ça? Est-ce que c'est pas plutôt une association qui est autosuffisante? Parce que l'objet des associations, c'est vraiment faire des œuvres sociales. Et à travers ça, ils font des activités, ils ont des revenus, mais l'objet, c'est surtout pour servir la communauté. Donc, c'est où la différence entre les trois? Donc, où est-ce qu'on va vraiment situer l'entreprise sociale? Et par rapport à ce que Charlotte a dit à propos de comment vous avez dit tout à l'heure? Vous êtes sous perfusion. À 50%, parce que moi je pense que parce qu'on prend cette nomination d'entreprise, donc si on veut être avant tout, avant d'être social, on est une entreprise. Donc si on veut être une entreprise, il faut vraiment avoir ce fonctionnement de l'entreprise, comment on va créer de la valeur pour avoir du profit. Donc, je pense que c'est surtout, il faut avoir cet état d'esprit, surtout aussi si on veut avoir des chiffres, on veut avoir des chiffres d'affaires qui vont nous faire vivre sans qu'il y ait d'autres financements extérieurs. Mais il faut vraiment avoir cette façon de voir d'une entreprise, quoi. Fonctionner, il faut avoir les stratégies, il faut tout pour être une entreprise d'abord. Et ce qui va faire que ça soit du social, c'est que ça va servir à la communauté après. Les profits et oui, même l'objet, vous avez des formations pour aider les jeunes et tout ça, mais avant tout, il faut vraiment qu'on soit une entreprise qui va vraiment créer de la valeur et qui pourra être reversée dans l'activité de l'entreprise sociale après. Et ma deuxième question s'adresse à Monsieur Emmanuel. C'est surtout par rapport au financement. Comment vous choisissez les entreprises auxquelles vous voulez investir? Donc, est-ce qu'il y a des critères ou comment vous faites pour choisir ces entreprises-là? Merci. Merci beaucoup. Quelle est votre activité à part votre fonction de représentante de l'association du groupement d'entreprises féminines? J'œuvre dans plusieurs domaines, au fait. Je suis dans l'éducation, je suis un peu dans l'industrie, j'ai quelques activités. Oui. D'accord. Et quelques activités qui prennent quelle forme? C'est-à-dire, c'est quelques entreprises, c'est une entreprise avec quelques activités? C'est un SARLU. Oui, c'est une entreprise classique, quoi. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette question. Et en fait, finalement, vous préparez la conclusion de cette session. C'est formidable. Je pense qu'il y a beaucoup des questions que vous posez qui ont déjà été en partie traitées, mais c'est l'occasion pour chacune et chacun de donner un mot de conclusion sur, au fond, quelles sont les spécificités, en synthèse, parce qu'on a déjà presque tout dit, d'une entreprise sociale et ses avantages, ses spécificités et ses avantages. Donc, je propose qu'on vous laisse le mot de la fin sur ces sujets-là en réponse à la question de Madame. Pour Miaracap, il y a 5 critères pour une entreprise qui fonctionne. L'entrepreneur et l'entrepreneur. Donc nous, c'est 99% du travail, c'est à qui on parle. Est-ce qu'on parle à quelqu'un qui a ce qu'on appelle un track record dans ce qu'il propose de développer? Est-ce qu'on parle à quelqu'un qui a déjà réalisé ce qu'il nous vend et qui veut faire plus grand? Est-ce qu'on parle à quelqu'un qui a une vision très forte et une capacité d'exécution? Est-ce qu'on parle à quelqu'un qui sait fédérer des gens autour d'elle ou autour de lui et qui en a donné la preuve? Est-ce qu'on parle à quelqu'un qui est profondément animé par la volonté de régler un problème et qui a quelques solutions pour régler ces problèmes-là? Et enfin, est-ce qu'on parle à quelqu'un dont on partage les valeurs, qui est intègre, qui est transparent? Une fois qu'on a répondu à ces 5 critères, l'entrepreneur et l'entrepreneur, alors on finance des entreprises qui font plus d'1 milliard d'arrière de chiffre d'affaires,
qui peuvent faire 30 à 40% de croissance par an, qui œuvrent dans des secteurs à forte valeur ajoutée, qui sont capables d'être formels, qui peuvent avoir et mesurer des impacts sociaux, économiques et environnementaux importants, et qui créent des produits et des services dont le marché veut. Ça, c'est nos critères d'investissement. Mais avant tout, on fait ça avec des entrepreneurs qui ont envie de s'associer avec nous. Et là, c'est que pour la partie investissement. Pour le reste, je vous encourage à aller voir sur le site internet, mais comme je disais tout à l'heure, on a plein de types d'activités différentes, parmi lesquelles des programmes de subvention, alors il y en a un peu moins des programmes de subvention depuis 3 semaines, des programmes d'amorçage, des programmes de prêts participatifs, des programmes de formation. Donc voilà, il y a tout un éventail de solutions différentes, mais je pense que votre sujet portait sur le financement. Je laisse peut-être nos panélistes conclure sur cette notion d'entrepreneuriat social. Et je crois que personne autour de la table n'a dit 2 choses. La première, c'est que le but ultime de l'entreprise était le profit. Personne n'a dit ça. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un moyen indispensable et que sans profit, on fait rien. Mais je crois que personne n'a dit que c'était le but. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous en tant qu'entrepreneurs. Et je crois par ailleurs, je vais vous laisser vous conclure. On a répondu en grande partie à votre question, la différence entre association, ONG, entreprise sociale. Il faut garder en tête que l'entrepreneuriat social, finalement, c'est pas un statut juridique, c'est une démarche avec des valeurs. Donc vous avez des ONG qui sont beaucoup moins sociales qu'une entreprise classique qui serait familiale et qui aurait un impact. Donc pour répondre à votre question de manière très pragmatique, la différence entre tout ça, c'est les statuts juridiques. Ce qui est important, c'est la démarche. Comment est-ce qu'on va la mettre en musique et pourquoi on fait les choses. Donc si j'avais à conclure sur l'entrepreneuriat social, c'est l'entrepreneur social, la vision, le leadership et le projet qu'on construit derrière avec des impacts et une réalité des choses, pas se mentir à soi-même. Merci, je crois que Luc a déjà tout expliqué par rapport à cela. L'important ici, donc, c'est la démarche. Et pour conclure, moi, j'aimerais remercier toute mon équipe parce que sans mon équipe, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on n'en sera pas là. Puisque moi, toute seule, je peux pas faire tous les sacrifices. Du coup, je leur adresse un remerciement à toute mon équipe de l'ONG Novanusk et aussi à tous les partenaires locaux aussi qui ont cru à cette vision-là et qui ont adhéré, qui nous ont accompagnés, qui nous ont toujours soutenus, et aussi l'autorité aussi qui nous a encouragés dans cette démarche-là. Et pour conclure, moi, je dirais plutôt d'en créer assez d'entreprises sociales, d'être plus entrepreneur social, même si on est des associations ou des ONG, parce que là, le monde est en train d'évoluer et on va évoluer vers ça, cette autosuffisance-là, que ce soit association ou ONG. Et donc, on essaie de trouver un nouveau modèle dans tout cela. Et j'encourage fortement les jeunes, du coup, parce que je suis convaincue que c'est une des solutions de développement de Madagascar si on participe tous et qu'on pense à l'impact social de nos activités. Et à la fin, il y a des opportunités aussi. Depuis 2 ans maintenant, il y a la RSE qui est en train de se mobiliser à Madagascar et de construire des cadres et tout cela. Donc tout ça, ce sont des opportunités aussi pour qu'on puisse s'autofinancer en interne, à l'intérieur de Madagascar, sans dépendre des bailleurs à l'extérieur. Donc, c'est plutôt des encouragements que je lance auprès de tous les jeunes et d'être patient. Merci. Et moi, je dirais que je ne serais pas là si je voulais me contenter des 50%. Je ne serais pas assise ici si 50% était effectivement recevable. Et en fait, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que pour atteindre les 100%, en fait, il faut venir chez nous. Voilà un discours d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de vous, en fait. J'ai besoin de la population fiannaroise. J'ai besoin de la population malgache. Que vous veniez à la Rizière, que vous veniez soutenir les jeunes malgaches. J'ai besoin de vous aujourd'hui. C'est le seul moyen aujourd'hui pour que la Rizière atteigne les 100%. La seule. Donc venez. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci à toutes, merci à tous. Moi, je voudrais en conclusion encourager les entrepreneurs à bien faire la différence entre le but et les moyens. On a parlé de profit, on a parlé de produit, on a parlé de problème, on a parlé de solutions, on a parlé d'humain. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu dans la durée de grands entrepreneurs qui étaient animés par le but de faire des profits, sociaux ou pas sociaux. Les entrepreneurs, c'est suffisamment difficile pour être animé par autre chose que faire du fric à la fin du mois. Et faire du fric à la fin du mois, si c'est ça votre objectif, a priori, ça fédérera que vous. Ça fédérera pas vos collaborateurs, ça fédérera pas vos clients, ça fédérera pas vos fournisseurs. Et donc, en fait, vous ferez pas de fric à la fin du mois. Ça, c'est d'être animé par le but. Si vous avez une mission forte, vous pouvez construire sur la base de cette mission des produits et des services qui fédèrent autour de vous. Et alors, si vous le faites bien, eh bien, vous gagnerez de l'argent. Vous ferez du fric. Et je crois que ici, tout le monde a donné des chiffres. Et tout le monde connaît ces chiffres. On connaît nos marges, on connaît nos croissances, on connaît nos besoins de financement. Je mets au défi des entrepreneurs non sociaux qui vendent des pièces détachées dans des commerces informels, d'être capable de vous dire combien de marge brute ils font sur la dizaine de produits qu'ils ont. Luc, il le sait. Il le sait combien ça lui coûte de produire une voiture à l'arrière près. Donc les entrepreneurs sociaux ne sont pas des rêveurs, ne sont pas des naïfs. C'est des gens qui acceptent les chiffres et qui voient le profit comme un moyen d'accélérer leurs rêves. Je pense que ça peut tous nous réunir. Merci à toutes, merci à tous, merci au public qui était en ligne avec nous. J'espère que cette masterclass a été utile, inspirante. Personnellement, j'en sors inspiré. Donc la masterclass est directement disponible en replay sur la page Facebook de Akao, A-K-A-O, Entrepreneurial. On vous incite à vous abonner. Et également sur la chaîne YouTube de Miaracap. Vous tapez Miaracap sur YouTube et vous tomberez sur toutes les masterclass. Il y en a une quinzaine. C'est vraiment des trésors d'idées et de contacts. On vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine masterclass sur un nouveau thème, peut-être dans un nouveau Akao. Je ne pense pas qu'on aura le temps. Toujours avec des panélistes d'aussi grande qualité qu'aujourd'hui. Merci Larissa, merci Charlotte, merci Luc. Bonne journée à toutes et bonne journée à tous. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous invitons maintenant autour d'un cocktail déjeunatoire, l'occasion de s'échanger, de créer de la connexion et peut-être déjà planter les germes de plus d'impact avec des entrepreneurs. Donc ça se passera au rez-de-chaussée. On va faire la même méthode. Les devants, d'abord, on va y aller doucement et on se retrouve en bas. Merci. Le cocktail a été préparé par la Rizière. Excusez-moi, tant que j'ai encore un micro, je voulais vraiment très chaleureusement féliciter Laetitia pour tout ça. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse. Qui évidemment n'a pas fait ça tout seul, mais c'est la caractéristique d'un entrepreneur qui est de ne pas faire les choses toute seule. Je voudrais également vous dire à toutes et à tous qu'on compte sur vous, et c'est pas de la politesse. En fait, ce lieu, ce qu'on apporte, c'est une petite étincelle, c'est quelques murs, c'est de l'électricité, de la connexion Internet. Si ça marche, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs au féminin, et des entrepreneurs qui veulent s'en saisir. Si vous avez des idées, si vous avez envie de lancer des choses sur lesquelles on peut aider, accélérer, et ben c'est vous qui allez faire vivre ce lieu et qui allez en faire un succès. Donc parlons-en très vite. Merci à toutes, merci à tous.